Cela ne m'est pas arrivé, mais c'est arrivé à une amie proche qui m'a dit qu'elle voulait rester anonyme. Cependant, je peux dire qu'elle est dans la vingtaine et qu'elle est très attirante. Je vais raconter cette histoire comme si elle m'était arrivée pour que vous l'entendiez exactement comme elle me l'a racontée. J'ai travaillé tard au bureau presque toute la semaine, ce qui m'a fait rater mon bus habituel pour rentrer chez moi. D'habitude, quand je ne travaillais pas tard, je descendais du train et prenais ensuite le bus. Mais, comme j'ai dû travailler tard, j'ai pris un taxi pour rentrer chaque soir cette semaine-là. La nuit où cette expérience s'est produite, je suis descendu du train et j'ai vu qu'il n'y avait qu'une seule autre personne qui attendait dans la file pour un taxi à l'endroit habituel. Je me suis senti soulagé, au moins je n'aurais pas à attendre trop longtemps. Juste au moment où je m'apprêtais à me mettre dans la file, un homme a dévalé les escaliers de la gare. Il m'a dépassé et s'est placé devant moi. Cela m'a surprise et agacée, mais je ne pouvais rien faire. J'aurais probablement dû me dépêcher moi aussi pour prendre ma place dans la file. J'ai essayé de ne pas trop y penser, car l'attente serait de toute façon courte avant de pouvoir rentrer chez moi. Je me suis mise derrière l'homme dans la file. Après environ 15 minutes d'attente, un taxi est arrivé et a pris la première personne dans la file, une femme d'âge moyen. Les grilles métalliques des escaliers de la gare se sont refermées brusquement derrière moi. Il était plus tard que je ne le pensais. Je me demandais si les lumières de la gare allaient s'éteindre et si le personnel allait partir. Je ne voulais pas rester seul ici. Heureusement, l'homme qui m'avait devancé attendait encore son taxi. Quelques instants plus tard, un autre taxi est arrivé et l'homme est monté. Avant son départ, nous avions attendu environ 20 minutes supplémentaires. Cette attente était beaucoup plus longue que d'habitude. Maintenant que j'y pense, le premier taxi était noir et le deuxième aussi. Y avait-il seulement un conducteur de taxi en service cette nuit-là? J'ai fait attention au visage du chauffeur. Je suis resté seul, ce qui m'a un peu inquiété. J'espérais qu'un taxi viendrait vite, car je n'aimais pas être seul dans un endroit sombre si tard. Finalement, après encore environ 20 minutes, un taxi noir est apparu. C'était le même chauffeur que j'avais vu plus tôt. Je suis monté. J'étais fatigué de rester debout et heureuse de pouvoir enfin m'asseoir. Je lui ai dit où je voulais aller et lui ai demandé s'il pouvait me déposer à un endroit précis. « Pouvez-vous me déposer au chantier ?»« Zrenia » lui ai-je demandé. La raison pour laquelle j'ai demandé à être déposé au chantier, c'est que cet endroit se trouve près de mon appartement. Les chauffeurs et livreurs ont souvent du mal à trouver mon adresse, alors je préfère toujours qu'on me dépose là-bas. Le chantier est bien connu, donc cela simplifie les choses. Avec cette indication, nous sommes partis dans la nuit. C'était une nuit sombre. L'été était terminé et l'automne s'installait. Le chauffeur de taxi m'a alors dit « Ça a l'air d'un boulot difficile. Vous faites un travail de nuit ?» J'étais trop fatigué pour bavarder, alors j'ai simplement répondu « Oui, je suppose ». Je fais toujours attention à ne pas donner d'informations personnelles. Il n'avait pas besoin d'en savoir plus, alors j'ai gardé la conversation vague. Nous approchions du chantier et j'ai commencé à chercher de l'argent dans mon sac pour payer la course. « Vous travaillez vraiment dans l'un de ces bureaux près du chantier ?» Zrenia m'a demandé le chauffeur. Je me suis dit que ce type était bien curieux. « Non, je ne travaille pas là », ai-je répondu un peu brusquement. Je ne comprenais pas pourquoi il s'intéressait autant à mon travail. Aussitôt que je lui ai dit que je ne travaillais pas là-bas et que je ne faisais pas de travail de nuit, son comportement a changé. Au lieu de s'arrêter au chantier, il a accéléré et a continué tout droit. « Eh, vous pouvez me déposer ici, vous allez trop loin », lui ai-je dit. Je commençais à paniquer. Je ne savais pas quoi faire. Il ne disait pas un mot et semblait concentré sur la route. « Chauffeur, ici c'est bien, laissez-moi descendre », lui ai-je dit, la voix tremblante de peur. « Vous êtes monté dans mon taxi mardi soir, non ?» Zrenia m'a-t-il demandé en me regardant dans le rétroviseur. Il ne montrait aucun signe de vouloir arrêter le taxi. À ce moment-là, j'étais vraiment terrifié. Je ne savais pas où nous allions, ni ce qu'il voulait faire. J'avais pris un taxi chaque soir de la semaine, mais qu'est-ce que cela changeait? Pourquoi ce type était-il si intéressé? J'étais paralysé sur le siège arrière du taxi. Je peux encore me souvenir de la chanson qui passait à la radio et de l'odeur du cuir des sièges. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Nous avons conduit encore quelques minutes sur une route sombre. Le manque de lumière rendait tout 10 fois pire. Un peu plus loin, j'ai aperçu les lumières d'une supérette que je fréquente régulièrement, et je me souviens avoir pensé très clairement. Est-ce que quelqu'un me retrouvera quand ce taxi s'arrêtera enfin?
J'étais terrifié par les intentions du chauffeur et par ce dont il était capable. Je pense qu'à ce moment-là, j'ai atteint ma limite. Des larmes silencieuses ont commencé à couler sur mes joues. « Que va-t-il se passer ensuite ?» me demandai-je. Puis, à ma grande surprise, nous nous sommes arrêtés sur le parking de la supérette. Aussitôt arrêté, le chauffeur s'est retourné et m'a parlé d'un ton calme. « Je suis vraiment désolé. Si vous voulez déposer une plainte contre moi, vous pouvez le faire. Voici ma carte avec toutes mes informations. Vous pouvez appeler mes supérieurs et leur donner mon nom. Tout est sur ma carte. » Il a ensuite expliqué qu'il était le chauffeur qui m'avait prise et déposée le mardi et qu'il s'était souvenu de moi à cause de l'endroit où je voulais être déposé. Il m'a dit qu'il s'était demandé pourquoi quelqu'un voudrait être déposé sur un chantier la nuit. Puis il a ajouté « Vous vous souvenez de l'homme qui attendait devant vous dans la file à la gare ? Eh bien, cet homme voulait aussi être déposé au chantier. Je me souvenais de cet homme, celui qui m'avait devancé dans la file. Le chauffeur a dit que pendant qu'il le ramenait au chantier, l'homme avait passé quelques appels. Il disait des choses comme « Je serai là bientôt » et « Je pense que ce sera encore une vingtaine de minutes après mon arrivée ». Je me suis dit « Et alors ?» Il pourrait y avoir un travail de nuit sur le chantier. Il m'arrive d'entendre des travaux en passant par là pour rentrer chez moi. Pourquoi mon chauffeur ne m'a-t-il pas emmené là où je voulais aller ? Le lui ai-je demandé, me demandant si cela pouvait être une coïncidence et ce qu'il essayait de me dire. Il a répondu « Cet homme ne ressemblait pas à un employé. Il n'y avait ni voiture ni camion sur le parking et aucune lumière n'était allumée ni dans le bureau ni sur le chantier. Puis j'ai vu une mini-fourgonnette garée juste à côté de l'entrée avec des vitres teintées et il y avait environ 4 personnes à l'intérieur. Quand mes phares ont éclairé le pare-brise, ils se sont tous baissés comme s'ils ne voulaient pas être vus. Pour cette raison, j'ai trouvé ces personnes et mon passager très suspects. Alors, je suis vraiment désolé si j'ai pris cette décision par moi-même. Si vous voulez me signaler, c'est votre droit. Mais je ne pouvais pas vous laisser là avec ces hommes dans cette fourgonnette. » Je les regardais. Ils semblaient avoir les larmes aux yeux, prêtes à couler. Je me demandais s'il avait une raison particulière de comprendre ces signaux d'alerte. C'était un jeune homme, et il avait pris un grand risque en agissant ainsi. Cela faisait presque sens, mais je supposais que cela aurait encore pu être une coïncidence. Puis je me suis rappelé quelque chose qui m'a fait frissonner. Pendant que j'attendais dans la file, ma mère m'avait appelé. Elle n'aimait pas que je travaille tard et voulait savoir comment j'allais. Je me souviens des mots que j'ai prononcés au téléphone. « Oui, je vais bientôt prendre le taxi, il me déposera au chantier. » Cet homme était devant moi dans la file à ce moment-là. Tout commençait à avoir du sens. Peut-être que le chauffeur avait raison. Il semblait que l'homme devant moi planifiait quelque chose. Je n'ai pas repensé à cela depuis des années, et je suis très reconnaissante envers le chauffeur de taxi. Bien sûr, je ne l'ai pas signalé. Cet homme m'a peut-être sauvé cette nuit-là de ces hommes dans la mini-fourgonnette aux vitres teintées. Je ne veux même pas imaginer quelles auraient pu être leurs intentions. Cela m'est arrivé quand j'étais à l'école primaire. En général, il me fallait environ 30 minutes pour rentrer de l'école à la maison. J'habitais près du bord de mer, donc c'était toujours une promenade agréable. Sur le chemin du retour, il y avait 2 feux de circulation sur une grande route à 2 voies. Mon école était au bord de la mer. Je l'adorais. Je marchais souvent avec un groupe d'amis proches, entre 3 et 4. Nous parlions des dernières modes et tendances, des devoirs, ce genre de choses. Quand j'y pense, c'était vraiment une période très amusante. C'était l'été de ma 3e année de primaire. Comme d'habitude, j'attendais mes amis à l'extérieur de l'école, près de la cour de récréation, après les cours. J'ai remarqué un homme plus âgé dans une voiture blanche qui me regardait par sa fenêtre ouverte. Au début, j'ai cru que c'était un enfant, car c'était un homme très petit et mince. Il était tellement affaissé dans son siège qu'on le voyait à peine, sans parler de sa casquette, abaissée juste au-dessus de ses yeux. Je me souviens que la casquette avait un logo. Sa peau était aussi légèrement brûlée par le soleil. Il semblait avoir entre 40 et 50 ans. Il a baissé complètement la fenêtre, s'est penché sur le siège passager et a crié « Je suis désolé, mais ton père a eu un accident. Ils l'ont emmené d'urgence à l'hôpital. Je suis un ami de ton père et je suis venu te conduire à l'hôpital. » Évidemment, entendre quelque chose d'aussi terrible provoque un choc. Mais je n'avais jamais rencontré cet homme auparavant.
Quand on est jeune et qu'un adulte vous dit de monter dans la voiture, vous obéissez, non? Je ne savais pas quoi faire. Que suis-je censé faire à ce moment-là? Mes jambes étaient paralysées. L'un de mes amis est arrivé. J'ai commencé à lui raconter ce que l'homme dans la voiture venait de dire, mais notre conversation a été interrompue. « Dépêche-toi, ton père t'attend !» a crié l'homme dans la voiture blanche. Mon ami et moi sommes restés silencieux. « Ton père m'a demandé de venir te chercher », a-t-il ajouté. Ces mots m'ont troublé. Je ne connaissais pas cet homme, mais j'étais très inquiet pour mon père. Je n'étais qu'en 3e année de primaire. J'étais très confus et extrêmement prudent face à la situation. Mon instinct me disait que tout cela était très dangereux. Cette confrontation entre nous et l'homme dans la voiture a duré environ 10 minutes, jusqu'à ce qu'il dise « D'accord, ne monte pas. J'espère que ton père te pardonnera. » Il a remonté la fenêtre, allumé le moteur et est parti. J'ai observé la voiture s'éloigner. J'avais des sentiments partagés, coupable de ne pas être monté pour voir mon père à l'hôpital, mais je sentais fortement que ce n'était pas sûr. Après un moment, mon ami et moi avons décidé de rentrer chez nous comme d'habitude. J'étais nerveux tout au long du trajet, en marchant le long du bord de mer. Une fois arrivé à la maison, j'ai raconté à ma mère ce qui s'était passé. Elle a confirmé que ce vieil homme étrange mentait. Elle a signalé l'incident à l'école et à la police. Elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Je suis tellement contente que tu ne sois pas monté dans la voiture de cet homme. » Le lendemain, à l'école, tous les élèves ont été rassemblés pour recevoir un avertissement au sujet de cet homme étrange. On leur a raconté ce qui m'était arrivé. L'instituteur a expliqué que s'ils voyaient un homme plus âgé avec une casquette dans une voiture blanche, qui leur disait qu'un proche ou un ami avait eu un accident et qu'il allait les emmener à l'hôpital, ils ne devaient pas le croire et s'éloigner de lui aussi vite que possible. Plus tard, j'ai appris qu'un enfant avait disparu non loin de notre école et que son sort était inconnu. On disait que l'enfant avait été convaincu de monter dans la voiture d'un inconnu et la police menait une enquête. Je ne sais pas comment cette affaire s'est terminée, mais je prie pour que l'enfant ait été retrouvé sain et sauf et que le coupable ait été arrêté. Que serait-il arrivé si j'étais monté dans cette voiture? Maintenant, je suis beaucoup plus grand, mais j'y pense souvent et à chaque fois, j'en ai des frissons. C'était un jour comme les autres. Ma famille et moi avions prévu un voyage vers un endroit éloigné de chez nous, un parc aux Philippines appelé Elian Badan. En chemin, nous avons utilisé un GPS pour atteindre notre destination. Aucun de nous ne savait que le GPS pouvait ne pas être précis. Nous avons suivi l'itinéraire indiqué et mon oncle conduisait la voiture. C'était une grande voiture, suffisamment spacieuse pour accueillir beaucoup de personnes. Nous montions une colline entourée d'arbres hauts et le soleil commençait à se coucher. Je me suis endormi un moment, épuisé par le long voyage. Je me suis bientôt réveillé au son de la voix de ma mère disant « Attention, nous allons tomber !» J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu que nous étions au sommet d'une colline. Les bords de la route étaient si étroits qu'une erreur de conduite aurait pu nous faire tomber dans le vide. Mes cousins et moi étions à l'arrière de la voiture et nous sommes restés silencieux, sachant qu'il ne fallait pas paniquer dans ce genre de situation. Ma mère était la seule à avoir peur. Pendant que nous avancions, mon oncle conduisait lentement et heureusement, nous n'avons pas chuté. Il a réussi à trouver un endroit pour faire un demi-tour. Nous étions toujours en haut de la colline, mais cet endroit était suffisamment large. Après avoir retrouvé la route principale en toute sécurité, nous tremblions tous de peur. Des heures plus tard, il faisait nuit noire. Il n'y avait rien en vue, seulement le vide de l'obscurité. Cette fois, ma famille a décidé de ne pas suivre le GPS et a plutôt compté sur sa mémoire, car ils avaient déjà emprunté cette route auparavant. Nous montions à nouveau une colline. Je n'avais aucune idée de l'endroit où nous étions, mais tout ce que je voyais, c'était des arbres autour de la voiture, et j'entendais le bruit tranquille des pneus sur le gravier. À un moment donné, nous nous sommes arrêtés. J'étais confus, mais il semblait que la route s'arrêtait là. Tout le monde dans la voiture était silencieux. Ma mère a demandé à mon oncle de vérifier à l'extérieur. Lorsqu'il a ouvert la porte, il faisait très froid, le vent soufflait fort, et j'ai entendu le bruissement des arbres. L'atmosphère était vraiment effrayante, et cela m'a donné des frissons. Mon oncle a refermé la porte, et lorsqu'il a allumé les phares de la voiture, il y avait une file de personnes, beaucoup de personnes. Je n'ai aucune idée de ce qu'elles faisaient dans la forêt à cette heure de la nuit, c'était très étrange. Ensuite, je me suis endormi d'épuisement.
Je n'avais rien mangé de la journée parce que nous étions bloqués dans la forêt. La prochaine fois que je me suis réveillé, nous étions de retour sur la route principale et nous nous sommes arrêtés dans une sorte d'épicerie. Ma mère et mon oncle ont acheté des hot-dogs pour mes cousins et moi. Nous étions tous affamés et épuisés. Je suis heureux que ma famille et moi soyons en sécurité. Un petit rappel, si vous voulez aller quelque part, vous ne pouvez pas toujours compter sur le GPS ou les cartes, car certaines routes peuvent être obsolètes. Je dînais avec mon petit ami, et l'endroit où nous étions avait un spectacle en direct juste à côté. Nous avons décidé d'écouter quelques groupes à l'extérieur une fois que nous avions fini de manger. Il était environ 9 heures du soir à ce moment-là. Peu après être sorti, une fille s'est approchée de moi et a commencé à me parler de tout un tas de choses. Elle avait les cheveux rouges vifs, beaucoup de piercings et des tatouages. La première chose qu'elle a faite a été de complimenter nos tenues. Je ne portais rien de spécial, juste une robe rose unie et des crocs. Elle avait l'air très amicale et a poursuivi la conversation avec nous, surtout avec moi. J'ai supposé que c'était parce que j'avais aussi des piercings et un tatouage, peut-être pour cela. J'ai aussi pensé qu'elle pouvait être ivre ou simplement très sociable. Elle a fini par me poser une question étrange que je n'ai pas vraiment comprise et dont je ne me souviens pas exactement, quelque chose comme « Quel est ton but ici ?» ou quelque chose de similaire. Je me rappelle juste ne pas avoir compris ce qu'elle me demandait, alors je lui ai simplement dit où je travaillais, pensant que c'était ce qu'elle voulait savoir. Elle a répondu qu'elle travaillait dans le club de striptease de la même ville et qu'elle m'invitait à y danser. Puis, elle est partie brusquement en envoyant des messages sur son téléphone et s'est dirigée vers un type. Mon petit ami et moi avons haussé les épaules. Je n'y ai pas trop réfléchi et nous avons continué notre chemin après avoir tourné au coin de la rue. Mon petit ami m'a alors dit de vérifier si quelqu'un nous suivait. J'ai jeté un coup d'œil par-dessus mon épaule et je n'ai vu personne. Nous avons marché un peu plus et j'ai de nouveau regardé derrière nous et le type était là. Il marchait extrêmement vite et nous a rapidement rattrapés. Il nous a suivis jusqu'à ma voiture, qui était à au moins 1,5 km de là, jusqu'à ce que nous y montions et verrouillions les portes. Il était à seulement quelques mètres de ma voiture avant de faire demi-tour. Mon petit ami m'a dit de démarrer la voiture le plus vite possible, et une fois parti, il m'a raconté qu'en passant à côté d'eux, il avait entendu la fille dire au type quelque chose comme « Elle est un peu nerveuse, mais… » Il a eu un très mauvais pressentiment. Il pensait qu'ils essayaient peut-être de m'attirer dans un réseau de traite pour exploitation sexuelle ou qu'ils allaient tenter de me faire devenir travailleuse du sexe, peut-être même de m'enlever, mais je n'en suis pas certaine. Il n'aurait pas eu beaucoup de mal à le faire, car il faisait au moins 2 fois mon poids et je ne pèse que 45 kilos. Il nous suivait vraiment très vite, et honnêtement, quel autre motif aurait-il pu avoir ? Désolé si tout cela semble confus, je suis juste un peu effrayé. Je viens de la campagne. En fait, la maison de ma famille se trouve juste derrière l'ombre d'une haute montagne. La terre sur laquelle la montagne s'élève appartient en réalité à mon grand-père. Notre famille a toujours été heureuse de permettre aux villageois d'utiliser cette terre, à condition qu'une petite partie de leurs bénéfices nous soit partagée. Par là, je veux dire que les terrains sont libres pour se promener, les champs sont libres à cultiver et la chasse est libre. Pour moi, cela ne semble pas être un mauvais accord. En raison de l'histoire de ma famille, qui a toujours été plus que généreuse avec cet arrangement, nous avons été attaqués par des voleurs au fil des ans. Comme notre famille voulait s'assurer que cet esprit communautaire se poursuive, les hommes plus âgés de ma famille se sont portés volontaires pour patrouiller les crêtes de la montagne la nuit à la recherche de voleurs. Ma famille me rappelait souvent les zones de la montagne qui étaient dangereuses la nuit. Selon eux, ces endroits étaient réservés aux adultes, le monde des adultes, interdit aux enfants. Cependant, cela n'a jamais empêché mes amis et moi d'explorer. Nous avons rapidement compris pourquoi les adultes ne voulaient pas que nous jouions dans ces zones. D'un côté, à cause de la faune sauvage, mais plus réalistement, il y avait une grotte assez profonde. Pour nous, les enfants, cette grotte était l'un de nos terrains de jeu préférés. Nous avions l'impression qu'elle nous appartenait. Cela m'amène à cette expérience que j'ai vécue enfant et dont je suis certain qu'elle restera avec moi pour le restant de mes jours. Je jouais dans les zones interdites des crêtes de la montagne, comme d'habitude, dans la grotte. Tout à coup, j'ai eu besoin d'uriner.
Alors j'ai décidé de sortir et de le faire derrière un arbre. En général, nous étions nerveux à l'idée de nous trouver dans des endroits où l'on nous avait explicitement interdit de jouer, mais être surpris en train d'uriner là-bas, cela me donnait vraiment des frissons, si je peux m'exprimer ainsi. En gros, j'avais une double peur d'être attrapé. Je regardais autour de moi pour m'assurer que la voie était libre. Mais alors, en plein milieu de l'action, j'ai vu quelqu'un. Il y avait un inconnu qui se dirigeait vers la grotte. Il était près de la rivière. Je me suis rapidement caché derrière l'arbre, je n'ai même pas eu le temps de remonter mon pantalon. C'était un homme d'âge moyen, du moins il en avait l'air, et je ne le connaissais pas. Je ne l'avais jamais vu auparavant. Je connaissais tout le monde ayant l'autorisation d'utiliser les crêtes de la montagne. Ce n'était pas un grand village. Ma famille parlait d'une personne qui volait des champignons, et cela peut sembler anodin, mais certains des champignons que nous cultivions pouvaient rapporter un bon prix. Il était logique que cet inconnu soit le voleur dont tout le monde parlait. Il portait un sac à dos et cherchait manifestement quelque chose. Si c'était bien le voleur qui inquiétait tant ma famille, alors je ne voulais pas qu'il me voie. Je suis resté aussi immobile que possible, hors de vue, entre les arbres et les buissons. Je me sentais idiot. C'était exactement ce que mes parents m'avaient mis en garde d'éviter. J'ai observé l'inconnu, il semblait chercher quelque chose et agissait avec prudence. Je le surveillais pour m'assurer qu'il ne me voie pas ni ne s'approche de moi. Je veux dire, je n'avais pas de plan s'il venait vers moi, j'étais juste trop effrayé pour le quitter des yeux. Je l'ai observé un moment, puis j'ai vu quelqu'un s'approcher par derrière. Je connaissais très bien celui qui s'approchait. C'était mon oncle. Il s'est approché de l'inconnu, une pelle à la main. Il a intercepté l'homme, et il semblait converser. J'étais trop loin pour entendre quoi que ce soit. Mon oncle avait l'air de le réprimander sérieusement. L'inconnu, ou plutôt le voleur, a enlevé son sac à dos, apparemment sur ordre de mon oncle. Mon oncle lui a arraché le sac, il l'a ouvert, et c'est là que j'ai vu mon oncle se mettre dans une grande colère. Puis, quelque chose s'est produit que je n'aurais jamais imaginé possible. Mon oncle a frappé le voleur à l'arrière de la tête avec la pelle. Le voleur s'est effondré, face contre terre. Mon oncle a traîné l'inconnu vers la rivière et a observé son corps sans vie flotter au fil de l'eau. Puis, il est parti dans la direction opposée, comme si de rien n'était. Cela m'a terrifié. Mon oncle était le plus jeune des deux frères, l'aîné étant mon père, et bon sang, il m'avait fait rire tant de fois quand j'étais enfant. Il était hilarant, mais à ce moment-là, il n'avait rien de l'homme que je connaissais. Il semblait si froid et sans expression. Ce n'est pas tout. Ce soir-là, il est venu dîner chez nous, et j'ai dû m'asseoir en face de lui en sachant ce que je savais. Il souriait et plaisantait comme d'habitude, comme si rien ne s'était passé. À un moment donné, il m'a regardé droit dans les yeux, et j'ai pensé un instant, alors qu'il parlait avec mon père des intrus sur les crêtes de la montagne, s'il savait que le voleur ne reviendrait jamais. Je ne suis pas sûr de ce qui lui est arrivé, mais je peux supposer d'après ce que j'ai vu. S'il a réussi à s'échapper, il n'est jamais allé voir la police ni quoi que ce soit. Ce jour-là, j'ai appris ce que signifiait vraiment le monde des adultes avec leurs zones interdites. C'était une expérience terrifiante, et je n'ai jamais pu regarder mon oncle de la même manière depuis ce jour-là. Cela s'est produit en août 2013. Je campais dans l'extrême nord du Queensland, en Australie, dans un endroit appelé Barron Falls, situé au nord-ouest de Cairns. Moi, une fille de 21 ans, je campais avec deux amis garçons, Thomas et Polo, qui étaient des routards venus d'Estonie. L'endroit où nous avions installé le campement n'était pas un site officiel. En fait, nous avions emprunté un sentier touristique, escaladé une rambarde, suivi une voie ferrée sur plusieurs kilomètres et finalement dévié vers la forêt dense en descendant vers la rivière. Ce n'était pas facile d'atteindre cette zone et il n'y avait aucun réseau mobile, mais Thomas connaissait l'endroit grâce à des amis qui lui en avaient parlé auparavant. L'endroit était magnifique. Nous étions entourés de forêts tropicales, à une courte marche en amont de la cascade. Après avoir installé le camp, nous avons marché jusqu'à la cascade, où Thomas et Polo ont sauté du haut de la falaise dans l'eau en contrebas. Je n'ai pas voulu les suivre. J'ai toujours eu peur des hauteurs et du risque de me blesser. Je suis resté assise à les regarder pendant un moment avant de décider de retourner au camp pour lire mon livre. J'étais totalement détendu, profitant de la sérénité et absorbant la beauté qui m'entourait.
Ce qui avait été une journée excitante et aventureuse a été interrompu par un rire profond et sinistre provenant de la forêt entourant notre camp. Immédiatement en alerte, j'ai ressenti des frissons parcourir mon corps en scrutant la forêt pour repérer l'origine de ce rire. Mais il n'y avait rien. J'ai essayé d'oublier, me persuadant que mon esprit me jouait des tours. Thomas et Polo sont revenus et m'ont dit qu'ils avaient oublié des briquets pour allumer le feu et qu'ils devaient aller en chercher dans le magasin le plus proche. Ils m'ont dit d'attendre au campement. Je leur ai répondu que je ne me sentais pas à l'aise de rester seul, mais je n'ai pas mentionné le rire que j'avais entendu. Je ne voulais pas qu'ils me prennent pour une idiote. Et, pour être honnête, à cette époque, j'avais un énorme béguin pour Polo et, bêtement, je voulais qu'il me trouve cool. Ils m'ont assuré que tout irait bien et qu'ils seraient de retour avant la tombée de la nuit. À contre-cœur, j'ai accepté et les ai laissés partir. Il devait être environ 4 heures de l'après-midi et j'ai continué à lire mon livre. Je me suis rapidement rendu compte que le trajet de retour à la voiture prendrait entre 20 et 30 minutes, donc il serait parti pendant plus d'1 heure. À cette période de l'année, le crépuscule tombait vers 5h30, ce qui signifiait que j'allais probablement me retrouver seul dans cette région reculée à la nuit tombée. J'ai essayé de me plonger dans mon livre, mais à mesure que la lumière déclinait, je peinais à lire les pages et la peur commençait à m'envahir. Après environ 1 heure, j'ai entendu des bruits de pas dans la forêt. Ma première pensée a été que Thomas et Polo étaient de retour, et j'ai immédiatement ressenti un soulagement de ne plus être seul. Mais je n'ai entendu aucune voix. Mon cœur s'est serré, ce n'était peut-être pas eux. La panique a commencé à monter. Puis, le même rire sinistre que j'avais entendu plus tôt retentit à nouveau, cette fois beaucoup plus proche. Je me suis levé d'un bond et j'ai scruté la forêt. Et c'est là que je l'ai vu. Il se tenait de l'autre côté d'un ruisseau qui rejoignait la rivière, debout sur un tronc d'arbre. Ce que j'ai vu était absolument étrange. Il portait un smoking impeccable avec un haut de forme et une canne. Je me suis demandé comment il avait pu atteindre cet endroit avec des vêtements aussi propres, et au début, j'ai pensé qu'il s'agissait peut-être d'une apparition ou que j'hallucinais. Mais non. Je l'ai regardé de plus près et j'ai vu son visage. Il semblait avoir subi de graves brûlures et des cicatrices profondes recouvraient sa peau. Ses cheveux étaient rares et en désordre, tombant jusqu'aux épaules. Il a ri à nouveau, ce même rire que j'avais entendu depuis la forêt. Nous nous sommes observés en silence pendant ce qui m'a semblé être des minutes. J'avais prévu de courir vers la forêt s'il s'approchait, en me disant que le petit ruisseau entre nous pourrait au moins le ralentir. Puis il m'a demandé « Que fais-tu ici toute seule ?» avec un sourire inquiétant. Heureusement, j'ai réussi à garder mon calme et lui ai répondu que je campais avec mes amis, qui étaient partis chercher des provisions, mais qu'ils allaient bientôt revenir. Il a ri encore une fois et m'a demandé combien de temps nous comptions rester ici. J'ai menti et dit que nous partirions le lendemain. J'avais l'impression qu'il cherchait à me faire paniquer, qu'il voulait que je m'enfuie pour pouvoir me poursuivre. J'ai continué à faire comme si c'était une conversation normale et je crois que cela l'a déstabilisé. Par miracle, j'ai entendu les voix de Thomas et Polo qui revenaient. L'homme a semblé surpris et a dit qu'il avait vu quelqu'un camper en amont de la rivière et qu'il allait vérifier. Il s'est éloigné et quelques minutes plus tard, Thomas et Polo sont arrivés. Je leur ai immédiatement raconté ce qui venait de se passer, mais ils ont ri, pensant que j'inventais une histoire pour les effrayer. Les larmes ont commencé à monter dans mes yeux et Polo a compris que je disais la vérité. Thomas, lui, semblait indifférent. C'était un routard typique, avec cette insouciance caractéristique des voyageurs. Polo, en revanche, m'a rassuré et a insisté pour que je dorme entre lui et Thomas les 2 nuits suivantes. Je n'ai presque pas dormi ces nuits-là, guettant toujours le moindre bruit. Heureusement, je n'ai jamais entendu ce rire à nouveau. Pendant des années, j'ai cherché en ligne des récits similaires à cette expérience, mais je n'ai rien trouvé. Je n'arrête pas de me demander ce qui se serait passé si Thomas et Polo n'étaient pas revenus à ce moment-là. Cette pensée me donne encore des frissons. J'aimerais vraiment savoir ce que vous pensez des intentions de cet homme. Ai-je eu raison d'avoir si peur ? Depuis cet incident, je n'ai plus jamais fait de camping. C'est sans aucun doute l'expérience la plus terrifiante et la plus horrible que j'ai vécue. Je n'ai jamais été aussi pétrifié de ma vie. Jusqu'à aujourd'hui,
Je ne sais toujours pas qui était cet homme, ce qu'il essayait de faire ou s'il est toujours là où je l'ai vu. Je regrette que la description géographique soit si longue, mais je veux juste que tout le monde comprenne à quel point j'étais isolé lorsque cela s'est produit et à quel point cela aurait pu mal finir si ce n'était pas pour mes parents. J'étais rentré chez moi pour l'été pour la première fois en 1 an après avoir commencé l'université. Notre maison se trouve juste à l'extérieur d'une petite ville, entourée de forêts. Il y avait aussi un petit lac artificiel, détourné d'une rivière qui s'étendait sur des kilomètres à travers la forêt et se ramifiait en quelques ruisseaux. À l'est du lac, près de chez moi, un petit sentier herbeux menait à la rivière en suivant un ruisseau. C'était une longue marche, mais je la faisais souvent quand j'étais enfant. Je connaissais bien ces forêts. Je savais où traverser les arbres denses pour retrouver le ruisseau. La promenade que je faisais habituellement quittait le sentier principal, qui tournait lentement vers le nord-ouest en s'éloignant du ruisseau, puis virait brusquement vers l'ouest après quelques kilomètres de marche, moment où le ruisseau devenait presque invisible au fond de la forêt. Je continuais vers le nord en suivant le ruisseau à travers le bois pour atteindre la rivière, puis longeais la rivière vers l'ouest jusqu'au lac. Il était facile de se perdre dans cette forêt, car le terrain n'était pas simplement en pente vers l'eau. Il montait et descendait, et on se retrouvait complètement entouré par les arbres. J'ai passé de nombreux jours à errer là-bas seul ou avec mon père pendant 18 ans, sans jamais rencontrer personne d'autre dans les bois. Cet été-là, j'y suis allé 2 fois, toujours seul. La première fois, je suis parti le matin. J'ai marché sur le sentier, m'éloignant du ruisseau jusqu'au virage brusque, avant de replonger dans la forêt. J'ai atteint le ruisseau après environ 1 heure. Alors que je trempais mes mains dans l'eau, j'ai entendu une cloche au loin, venant du nord. Quelqu'un la faisait sonner avec ferveur et par intermittence, ce que j'ai trouvé étrange. J'ai tendu l'oreille, me demandant s'il s'agissait d'un chien de chasse égaré, et j'ai commencé à avancer vers le son. Oui, je sais, je serais la première personne à mourir dans un film d'horreur, mais j'étais déjà en route vers le nord, alors autant continuer. Je me suis vite rendu compte que ce n'était pas un animal. Le tintement était trop clair et lourd pour provenir d'un collier. J'ai poursuivi ma marche, mais la cloche semblait s'éloigner. Elle a cessé de sonner au bout de 5 minutes. Le ruisseau n'était ni assez grand ni assez puissant pour transporter une cloche enfermée dans une boîte ou autre chose, et la rivière était encore trop éloignée. J'ai envisagé toutes les possibilités, mais rien n'expliquait le son, hormis une évidence qui me mettait mal à l'aise. Il devait y avoir une personne derrière cela. J'ai chassé cette pensée de mon esprit et ai continué mon chemin. C'est alors que je suis tombé sur un blaireau mort, soigneusement décapité. De toute évidence, cela avait été fait avec un couteau. Il était encore frais, son corps était mou et il ne dégageait presque aucune odeur. La plaie grouillait déjà de larves, mais je savais que cela pouvait se produire peu après l'exposition. Le son de la cloche avait suivi le ruisseau, tout comme moi, donc le blaireau avait été placé là, du moins décapité, pendant que je me dirigeais dans cette direction. Du moins, c'est ce que je suppose. Rien d'autre ne s'est produit ce jour-là. 1 semaine plus tard, je suis retourné là-bas pour la 2e et dernière fois de ma vie. Je suis parti de chez moi vers 6 heures du soir. J'ai atteint le ruisseau, puis la rivière, en 1 heure. J'ai ensuite décidé de rentrer par le même chemin, car il se faisait tard et il pleuvait beaucoup. Le soleil se couchait vers 9 heures du soir. Je marchais aussi vite que je pouvais. Le bruit de la pluie sur les arbres était surréaliste et assourdissant. Je trottinais, la tête baissée, à travers une partie plus dégagée de la forêt, quand je me suis cogné contre quelque chose de lourd. L'odeur était nauséabonde. C'était le corps en décomposition du blaireau, avec sa tête attachée à ses pattes avant. Cela ressemblait à un jambon par la façon dont il était attaché, suspendu à un arbre, une masse de pourriture suintante, dégoulinant de liquide vert. J'ai commencé à avoir la nausée, avec une sorte de fluide visqueux dans les cheveux. C'était répugnant. Au début, j'étais stupéfaite, puis j'ai commencé à me tordre de dégoût, ayant l'impression d'être couverte de ces sécrétions. Trempé par la pluie, mes sens étaient confus. C'est comme si on m'avait versé un seau d'eau glacée dessus lorsque j'ai réalisé que j'avais suivi le même chemin pour aller et revenir de la rivière. Quelqu'un avait donc accroché le corps après mon passage. Cette personne savait que je l'avais vu. Est-ce que quelqu'un m'observait en courant à travers les bois? Les bruits de branches craquant autour de moi n'étaient-ils pas dus à des animaux? J'ai regardé autour de moi et j'ai commencé à trottiner. À moitié courant, à moitié marchant, je me suis éloigné du ruisseau pour retourner sur le sentier. C'est alors que j'ai de nouveau entendu la cloche. J'ai immédiatement appelé mon père en courant. Je lui ai dit où me retrouver sur le sentier,
au virage brusque vers l'ouest. C'était le point le plus proche pour moi. Je lui ai demandé de venir aussi vite que possible, car il y avait quelqu'un dans la forêt. Je ne peux pas expliquer la sensation que j'ai eue. C'était comme si on m'avait arraché les entrailles et l'estomac. J'ai littéralement senti mes poils se dresser sur ma nuque malgré le fait que j'étais trempé. Il faisait sombre. Je courais aussi vite que je pouvais. J'étais paniqué parce que le sentier était encore un peu loin, trop loin pour que je me sente en sécurité. Il pleuvait toujours. Chaque son était étouffé. Tout semblait plus éloigné que jamais. La cloche résonnait bien plus longtemps que la dernière fois, par intermittence. J'avais l'impression d'être entouré à un moment donné. La peur, combinée à mon audition perturbée et au fait que je n'arrivais pas à respirer correctement, me faisait légèrement perdre le sens de l'orientation. Je me dirigeais automatiquement vers le sud-ouest, mais je n'étais plus vraiment sûr de ce que je faisais. Je respirais bruyamment comme un cheval, toussant à m'en arracher les poumons et pleurant à haute voix comme un enfant, trébuchant sur des feuilles et des brindilles comme une idiote. Je restais au téléphone avec ma mère, qui arrivait avec mon père. J'entendais toujours des bruits, mais je ne savais pas vraiment ce que c'était. Ma mère criait au téléphone qu'ils étaient sur le sentier et que je devais courir, que mon père était sorti et se dirigeait vers l'est depuis le virage du sentier. J'étais terrifié et je suis entré en mode survie. Je me suis remis à courir à moitié, à marcher vite, à bout de souffle. Puis j'ai entendu des branches se briser et des pas distincts pour la première fois depuis la forêt, avec la cloche qui résonnait plus fort. Je ne voulais pas, mais j'ai jeté un coup d'œil par-dessus mon épaule. C'est à ce moment-là que j'ai vu ce qui était dans la forêt avec moi. Une silhouette grande, s'approchant lentement dans ma direction, au bout de la clairière, faisant résonner cette cloche lentement devant son ventre. Je pouvais dire qu'elle me regardait directement. Je ne sais pas si j'avais un talent secret pour courir ou des pouvoirs instinctifs surhumains déclenchés par l'adrénaline, mais quand je dis que j'ai couru pour sauver ma vie, je n'ai pas regardé une seule fois en arrière. J'ai crié aussi fort que je pouvais. J'ai menti. Je suis au téléphone avec la police. Ils sont sur le sentier, papa. Je te vois, je suis là. Je voulais crier. Papa, je t'en prie, où es-tu? Mais je me suis retenu. J'avais l'impression que quelque chose d'horrible allait arriver. J'avais l'impression que cet homme était juste derrière moi. Je continuais de me répéter de ne pas regarder en arrière. Je haletais et pleurais tellement, criant pour mon père. Je sentais des frissons dans ma nuque, et puis je me suis éteinte. J'ai juste couru. J'ai même laissé tomber mon sac, et je ne me suis rendu compte que je ne l'avais plus qu'une fois dans la voiture. Mon téléphone semblait être ma seule connexion à la maison. Rien ne me semblait plus réel. C'était comme si mes jambes bougeaient d'elles-mêmes. Je ne savais même pas si l'homme me suivait encore. Je pouvais seulement entendre mon cœur battre dans mes oreilles et la cloche. Finalement, j'ai entendu mon père crier mon nom et j'ai su qu'il venait vers moi et qu'il pouvait me voir au son de sa voix. Je me suis littéralement jeté sur lui quand on s'est retrouvés. Mon père a aussi entendu la cloche. Ma mère l'a entendu à travers le téléphone. Elle nous attendait, prête à partir rapidement avec la voiture. C'était en janvier, au début de cette année. Mon ami et moi venions de commencer à travailler sur notre projet de film et nous cherchions des idées de lieux pour filmer. Nous avons conduit jusqu'à un pont suspendu à environ 1 heure de notre ville natale. C'était un pont instable d'environ 125 mètres de long et 20 mètres au-dessus de l'eau. Ce pont était uniquement destiné à la marche, pas à la course, au vélo ou à quoi que ce soit d'autre. Il était parallèle à un autre pont, conçu pour les véhicules. Mon ami et moi avons pris quelques photos du pont avant de retourner de l'autre côté, où se trouvaient des voies de train et un quartier résidentiel. Environ à mi-chemin du pont, nous avons entendu des cris venant de l'autre pont. Nous avons regardé et il semblait s'agir d'une femme agitant les bras comme si elle essayait d'attirer notre attention. Elle criait un nom que j'ai cru entendre comme Hayden ou Hayden, qui n'était ni le nom de mon ami ni le mien. Nous avons crié en retour que nous n'étions pas eux, pensant que cela mettrait fin à la conversation. La femme est restée là à nous regarder. Nous avons essayé de l'ignorer pensant que l'affaire était réglée, mais ensuite la femme s'est mise à courir à toute vitesse sur le pont dans la même direction que nous. Nous avons trouvé cela étrange, mais nous avons ri et avons continué. Nous sommes arrivés de l'autre côté du pont et avons commencé à filmer près des voies. Je sais que c'est dangereux, mais c'était un point de passage régulier pour le sentier du pont.
Alors que nous étions au milieu d'une scène, j'ai entendu une voix familière crier derrière moi. C'était la même femme criant la même chose. Elle était debout au sommet de la colline de ce quartier de l'autre côté des voies. Encore une fois, nous lui avons crié que nous ne la connaissions pas et que nous n'étions pas les personnes qu'elle pensait. La femme s'est remise à courir, mais cette fois vers nous. Cela nous a effrayés, car pourquoi cette femme aurait-elle besoin d'atteindre si désespérément ? Mon ami et moi avons rapidement attrapé nos affaires et nous nous sommes dirigés vers le pont suspendu, sachant que nous ne devions pas courir dessus. Nous avons marché très vite, ce qui a fait balancer le pont. C'est comme si notre instinct de lutte ou de fuite s'était activé. La femme était arrivée au début du pont quand nous étions déjà à mi-chemin, toujours en train de crier, mais cette fois d'un ton de haine. C'est alors que je me suis retourné une fois pour voir quelle distance nous séparait. La femme s'était arrêtée au début du pont et j'ai remarqué qu'elle tenait quelque chose derrière son dos. Bien qu'elle ait cessé de courir vers nous, nous avons continué à courir sur le pont. Nous nous sommes retournés une fois que nous étions de l'autre côté pour voir que la femme était encore là, manipulant quelque chose dans ses mains. Mon ami a sorti son téléphone et a commencé à filmer la femme, ce qui l'a fait se retourner immédiatement et s'en aller. Nous n'avons jamais su pourquoi elle nous poursuivait ou ce qu'elle tenait dans sa main. Parfois, j'y pense, et je me demande si elle avait peut-être besoin d'aide, mais pourquoi ne pas crier à l'aide ? Je trouve simplement étrange qu'après lui avoir dit plusieurs fois que nous n'étions pas les personnes qu'elle croyait, elle continue de nous suivre. J'ai eu des difficultés à dormir pendant une semaine après cet incident, car je n'arrivais pas à me sortir de la tête l'idée de ce que cette femme voulait faire avec nous. Je n'avais jamais eu aussi peur de ma vie. Pour commencer, j'ai besoin de donner un peu de contexte. J'ai 23 ans et je vis actuellement à New York, mais j'ai des grands-parents qui vivent dans une zone rurale de Virginie occidentale. Quand je dis rurale, je fais référence à ce qu'est vraiment la campagne. Leurs voisins les plus proches sont à plus d'1 heure de distance, dans un petit village avec quelques maisons et un Walmart. L'été dernier, mon grand-père Robert a subi une chirurgie de la hanche. La plupart de ma famille vit sur la côte ouest et ma grand-mère Muo est très âgée et n'aurait pas pu s'occuper de Robert. Comme j'étais le membre de la famille le plus proche, j'ai accepté d'y aller pendant 2 semaines, pendant qu'il se remettait de son opération. Après 1 semaine, tout allait bien. La seule chose que je devais vraiment faire était d'aider mon grand-père à monter et descendre les escaliers et à promener son chien, un Blue Heeler nommé Ayrton. Normalement, mon grand-père promenait Ayrton une fois le matin et une autre fois le soir dans la forêt derrière sa propriété, mais en raison de sa chirurgie, cette responsabilité m'est revenue. C'était la partie que je détestais de l'aider, car depuis que j'étais enfant, je n'ai jamais aimé ces forêts derrière la propriété. Chaque fois que j'y allais enfant, mes cousins et moi nous sentions toujours mal à l'aise en entrant dans cette forêt. On se sentait toujours étrange pour une raison quelconque. Quoi qu'il en soit, pendant la première semaine, promener Ayrton dans la forêt le soir était acceptable, bien que légèrement inquiétant. Cela a duré jusqu'à une nuit, 1 semaine après mon arrivée. Je le promenais dans la forêt, il était environ 8h30 et le soleil se couchait sur les montagnes Appalaches. Tout se passait normalement jusqu'à ce que j'entende un sifflement étrange qui semblait provenir d'environ 20 mètres de distance. Le chien et moi nous sommes arrêtés net et avons regardé dans la direction d'où venait le sifflement. J'ai éclairé cette direction avec ma lampe de poche, mais je n'ai rien vu, alors j'ai supposé que c'était un oiseau. En y repensant, ce n'était définitivement pas un oiseau. Il n'y a pas d'oiseaux nocturnes qui chantent et sifflent par ici, et ça avait un son plus musical que tout ce qu'un oiseau pourrait siffler. Mais le chien était effrayé. Il ne cessait de grogner et de regarder fixement vers cette chose, et il essayait de reculer jusqu'à ce que, quoi que ce soit, cela recommence à siffler, ce qui a fait que le chien a commencé à aboyer et à devenir fou. À ce stade, j'ai décidé que je ne voulais définitivement pas rester là, alors j'ai tiré sur la laisse du chien et nous avons tous deux couru hors de la forêt et sommes rentrés directement chez nous. Quand nous sommes arrivés, j'ai raconté à mes grands-parents ce qui s'était passé. Tous deux semblaient effrayés et ma grand-mère m'a immédiatement demandé si j'avais sifflé en retour. Je lui ai dit que non et elle a semblé soulagée, mais elle m'a dit qu'elle n'avait rien entendu et que je devais simplement ignorer ça. Je lui ai demandé pourquoi et elle n'a pas voulu me le dire. À la place, elle m'a juste dit qu'elle n'avait rien entendu.
J'ai décidé de ne pas insister davantage et je suis allé me coucher terrifié, me demandant pourquoi elle était si effrayée. Le lendemain matin, elle m'a dit qu'au lieu de promener Ayrton dans la forêt, je pouvais simplement faire des tours autour de la maison. C'est donc ce que j'ai commencé à faire. Chaque nuit, je faisais environ 50 tours autour de la maison avant d'entrer. Vendredi, le dernier jour où je serais là le soir, je promenais le chien comme d'habitude, jusqu'à ce que j'entende ce même sifflement glacial derrière le garage attenant qui se trouvait à environ 10 mètres de la maison. Cette fois, j'ai immédiatement amené le chien à l'intérieur et j'ai verrouillé les portes. Le reste de la nuit, je me suis mis des écouteurs et j'ai ignoré tout autre sifflement, comme m'avait dit ma grand-mère. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais toujours pas ce qui sifflait dans ces forêts. Certains de mes amis disent que c'était un skinwalker, mais c'est quelque chose des Navajos, et il n'y a presque pas de Navajos en Virginie occidentale. Ma petite amie, qui est restée à New York, a demandé à ses parents musulmans qui viennent du Yémen, et ils ont dit que siffler la nuit est un signe qu'un djinn est proche. Je ne sais pas ce que c'était, mais quoi que ce soit, cela a véritablement effrayé mes grands-parents. J'ai entendu parler de choses étranges qui se passent dans les Appalaches, mais c'est la première fois que j'ai une expérience de première main avec cela. Quelqu'un a-t-il une idée de ce que cela aurait pu être ? J'ai rencontré un gars sympa, je suis une femme au fait, et je me rends maintenant compte que j'étais mieux seule, et tu comprendras bientôt pourquoi je ressens cela. Au début, ça se passait plutôt bien, et j'ai fini par être invité à sortir par quelqu'un. Le gars n'était pas vraiment mon type, pour être honnête. Il était plutôt beau, mais je pense qu'il était un peu immature pour moi. De plus, il était plus jeune. J'ai décidé de lui donner une chance parce qu'il m'a invité à faire un tour en voiture et j'ai pensé que c'était un peu plus intéressant que de rester assise dans un café à partager des silences gênants. Il est venu me chercher le matin, je suis monté dans sa voiture et nous sommes partis pour notre rendez-vous en voiture. Nous avions prévu d'aller dans un petit endroit touristique avec une vue géniale. Nous allions déjeuner et puis nous retournerions chez nous le soir. Ce fut une matinée et un après-midi agréable, il m'a convaincu qu'il n'était pas aussi immature que je le pensais. C'était un rendez-vous amusant. Quand il a commencé à faire sombre, nous avons décidé de retourner dans notre ville natale. C'est lorsque nous conduisions de retour ce soir-là que j'ai remarqué un changement dans son comportement. Il a commencé à agir de manière étrange. Les vibrations qu'il émettait étaient très de « je ne veux pas que tu partes encore, et s'il te plaît, ne me laisse pas ». J'ai supporté son besoin en espérant qu'il changerait d'attitude une fois qu'il remarquerait que je me sentais mal à l'aise, mais il n'a pas changé. Son besoin et son attitude autoritaire étaient forts. Le gars qui m'avait fait rire et avec qui j'étais intéressé à avoir un deuxième rendez-vous avait disparu. Et maintenant, c'était un type dominant et contrôlant au volant. Nous avions parlé auparavant de la façon dont nous devions tous les deux travailler le matin. J'ai pensé à cette partie de notre rendez-vous en remarquant à quel point il faisait sombre. Il n'était plus intéressé à essayer de discuter avec moi, ni à me faire sourire ou rire. Il avait créé une atmosphère si horrible dans la voiture que je pouvais à peine oser lui mentionner combien il était tard. J'ai décidé que je le laisserais dès que je pourrais sortir de la voiture. Pour que mon plan fonctionne, j'avais juste besoin qu'il s'arrête. Nous étions sur des routes rurales sombres, il n'y avait pas beaucoup d'opportunités pour lui demander de s'arrêter. J'ai attendu mon moment, et quand j'ai vu les lumières d'un magasin de proximité devant, j'ai dit la phrase que j'avais pratiquée dans ma tête pendant les 15 dernières minutes. « Hé, ça te dérange de t'arrêter ? Je veux utiliser les toilettes », lui ai-je demandé. Il a accepté et j'ai pensé que je me débarrasserais de ce type bizarre. Je m'attendais à ce qu'il s'arrête dans le parking du magasin de proximité, mais il est passé tout droit. J'ai dit quelque chose comme « Hé, pourquoi ne t'es-tu pas arrêté ?» Et il a répondu « Je connais des toilettes publiques plus près de chez nous. » Je détestais qu'il aurait pu s'arrêter facilement, mais il ne l'a pas fait. Finalement, il s'est arrêté, mais il l'a fait dans des toilettes publiques au milieu de nulle part. Je doutais qu'il y ait du réseau cellulaire, mais j'ai vérifié mon téléphone avant de sortir et j'ai remarqué que j'avais quelques barres. Je pensais que je pourrais guider quelqu'un pour qu'il vienne me chercher depuis là-bas ou au moins partager ma position, alors j'ai saisi ma chance. Je suis sorti de la voiture, je me suis tenu debout, puis je me suis baissé pour prendre mon sac. J'ai saisi l'une des poignées du sac et je me suis tourné pour marcher vers les toilettes, puis j'ai senti une certaine résistance.
C'était comme si mon sac était coincé. Je me suis retourné et j'ai vu que mon rendez-vous tenait l'autre poignée de mon sac. Je suis restée là, stupéfaite. Je ne pouvais pas croire que ce gars pouvait empirer. Mes yeux ont rencontré les siens et il m'a dit « Tu as vraiment besoin de ça juste pour utiliser les toilettes ?» Je venais de laisser tomber mon téléphone dans le sac, donc je ne pouvais même pas le saisir. Je me suis figé. Je ne savais vraiment pas quoi faire. Je ne pouvais pas rester au milieu de nulle part sans sac, sans téléphone et sans manteau. Je ne faisais pas vraiment attention aux routes par lesquelles nous étions passés, donc je ne savais pas combien de temps il me faudrait pour rentrer chez moi. À contre-cœur, j'ai dû retourner dans la voiture de ce type bizarre. Nous sommes repartis. Je devais cacher ma peur devant lui. Il était contrôlant, mais je n'allais pas céder. Je ne voulais pas qu'il pense qu'il avait un quelconque pouvoir sur moi. Je ne voulais pas lui donner cette victoire. La prochaine chose que j'ai essayé a été de sous-entendre que j'avais chaud et que j'avais besoin de quelque chose à boire. Je fus surprise de constater que je n'avais vraiment pas besoin de beaucoup de persuasion. J'ai supposé qu'il avait aussi soif. À ce stade, nous avions conduit pendant quelques heures. Lorsque nous nous sommes approchés d'un magasin de proximité, il a garé la voiture au plus loin et a dit qu'il reviendrait tout de suite. Il est sorti rapidement de la voiture et j'ai pensé pour moi-même que c'était maintenant ma chance. J'ai essayé de m'échapper quand il est entré dans le magasin, mais la porte ne s'ouvrait pas. Il devait l'avoir fermée à clé. Il est revenu avec un grand sourire sur le visage. Dès qu'il a ouvert sa porte, je me suis glissé vers son siège et j'ai poussé de tout mon poids contre la porte. Cela l'a fait reculer un peu. Je lui ai dit que s'il ne me laissait pas tranquille, j'appellerais la police. Un des employés du magasin de proximité est sorti au moment parfait pour sortir les sacs poubelles et a remarqué notre vive discussion. Quand mon rendez-vous a réalisé qu'il était observé, il a claqué la langue et a secoué la tête. Puis il est monté dans sa voiture et s'est enfui à toute vitesse. J'ai appelé un taxi et je suis rentré chez moi. J'étais perturbé, mais j'ai fait tout mon possible pour rester ferme jusqu'à ce que je sois derrière une porte fermée. Ensuite, tout est sorti. J'étais vraiment en colère. Plus tard, quand j'ai parlé à la police de lui, j'ai découvert qu'il avait harcelé son ex-petite amie et avait un avertissement officiel de la police juste un mois avant notre rendez-vous en voiture. C'est incroyable de dire que je suis rentré chez moi saine et sauve parce que je ne sais vraiment pas de quoi ce type est capable. J'espère ne jamais le revoir. Je travaillais à l'EMS pendant que mon ami dispatchait cet appel. J'étais le deuxième, donc je n'ai jamais interagi avec la personne en question, mais j'ai entendu l'enregistrement du 911 par la suite. Il y a eu un appel pour faire du renfort pour une blessure par balle, initialement sur une ferme à environ 20 à 30 minutes de la ville. Cela s'est avéré être un père qui avait récemment perdu ses deux parents ce mois-là et qui ne voulait pas que sa famille subisse cette perte non plus. Il a décidé de tuer sa famille pour leur éviter le même destin. Le père a tué la mère et 2 enfants. Nous avons reçu un appel de la fille qui avait environ 13 ans. Elle avait été blessée à la tête mais était toujours en vie et consciente. L'appel a duré environ 30 minutes, mais le père était dans la même pièce qu'elle et le reste des membres de la famille récemment assassinés. Elle était assise sur son lit avec une balle dans la tête, disant d'une voix très monotone « On m'a tiré dessus, ma famille est morte, mon papa a un pistolet », si choquée qu'elle ne pouvait pas exprimer d'émotion. On pouvait entendre de longues pauses de silence pendant que le dispatcheur essayait de comprendre la situation et comment la fille et le père se regardaient fixement pendant 5 minutes d'affilée, avec rien d'autre que des respirations audibles et la fille répondant aux questions du dispatcheur. Environ 30 minutes après que le dispatcheur ait demandé « Ça va ? Il est encore là ? Il a toujours le pistolet ?» et d'autres questions, il ne recevait que des réponses monotones. On peut entendre le bruit des sirènes en arrière-plan et le père quitte la pièce suivi d'un coup de feu. Le père s'est tiré une balle dans la tête et est mort juste au moment où nous arrivions. Elle a fini par survivre, mais elle avait perdu chaque membre de sa famille cette semaine-là. Je ne sais pas ce qui s'est passé après tout cela. Cet appel est la raison pour laquelle je n'ai jamais voulu continuer au dispatch. Mon ami a été un véritable champion pour la façon dont il a géré cela, mais il n'a jamais voulu l'écouter à nouveau. Je ne suis plus sceptique.
Ma femme et moi avons séjourné dans un Airbnb qui était une maison construite en 1901 dans un ancien village minier en Arizona. Les expériences que nous avons eues nous ont fait partir un jour plus tôt à 3h30 du matin. Le village s'appelle Bisbee, Arizona. C'est un petit village niché dans les montagnes, près de la frontière avec le Mexique, à moins de 32 km de Tombstone. Je donnerai une brève histoire, mais si jamais tu veux plonger dans un trou de lapin sur Internet, l'histoire complète du village est assez fascinante. Du cuivre et d'autres minéraux précieux ont été découverts là en 1877 et un camp minier a émergé. La population a considérablement augmenté au cours des décennies suivantes et, à un moment donné, la population était plus importante que celle de San Francisco. Le problème était qu'ils ont entassé cette population dans ce qui est effectivement un canyon. Le village est littéralement construit sur les flancs du canyon, avec les escaliers des maisons menant au toit du voisin et au lot d'en dessous. Avec l'augmentation de la population sont venus le crime, les maladies, les problèmes d'assainissement et tout ce qui s'ensuit, sans mentionner les fumées et les fumées toxiques qui accompagnaient les opérations minières. Les gens gagnaient de l'argent à la pelle tout en vivant dans une misère absolue pendant un bon moment. On a extrait là de manière continue jusqu'en 1974 et une des plus grandes mines à ciel ouvert d'Amérique a été creusée. Lorsque le cuivre s'est épuisé, la compagnie minière est partie et a essentiellement vendu tout le village à ses habitants, qui l'ont transformé en un village amusant, artistique et hippie. Certains artistes de renommée mondiale ont vécu là, y compris le comédien Doug Stanhope. Cette année, c'était la 3e année consécutive que ma femme et moi y allions pour le voyage du 4 juillet. Cela était devenu une sorte de tradition. Cette année, nous avons séjourné dans un Airbnb qui était une maison construite en 1901. En fait, c'était l'une des premières maisons construites dans la rue principale du village. J'aimerais dire qu'en général, j'ai toujours été sceptique en ce qui concerne le paranormal. Cela m'a toujours semblé divertissant, mais je sentais qu'en fin de compte, cela n'était probablement pas réel. Ma femme ressentait aussi la même chose. Il faudrait une expérience très concrète pour que je croie complètement. Eh bien, laisse-moi te parler de mes expériences au cours des derniers jours et nuits qui ont considérablement changé ma perspective. La première nuit où nous étions là, nous traînions, décidant de ce que nous allions faire cette nuit-là. J'étais dans la cuisine et j'ai distinctement entendu des pas sur le plancher en bois. J'ai absolument pensé que ma femme marchait derrière moi et j'ai même ressenti la présence de quelqu'un là. Je me suis retourné et il n'y avait personne. Elle était allongée dans le lit avec son téléphone. Nous avons attribué cela au tonnerre résiduel d'une tempête qui venait de passer ou peut-être à la vieille plomberie. Plus tard cette nuit-là, quand nous allions nous coucher, nous étions en train de brancher nos téléphones et d'essayer des interrupteurs de lumière et autres. J'ai allumé ma lumière et nous avons tous deux entendu un étrange bruit de grattement dans ou sur le mur. J'ai même dit en plaisantant « Mince, j'espère que ce ne sont pas des câbles faisant arc dans les murs ou quelque chose comme ça. » Ce n'était définitivement pas des câbles faisant arc, étant donné que je suis familier avec ce bruit, mais le son était définitivement similaire. Le lendemain matin au petit déjeuner, ma femme a mentionné qu'elle avait eu des problèmes pour dormir à cause de cauchemars très vifs et intenses qui s'étaient produits dans la maison. Elle a dit que c'était ces types de rêves où tu n'es pas sûr d'être éveillé ou endormi. Cela a suffi à la perturber visiblement, et ce n'est pas une femme qui s'inquiète facilement. La nuit suivante est arrivée et nous sommes allés au lit vers 10h du soir. Je me suis endormi pendant ce qui m'a semblé peut-être 30 minutes avant de me réveiller avec plusieurs démangeaisons sur tout le corps. Au début, j'attribuais cela à ma peau sensible contre les draps auxquels je n'étais pas habitué. Cela m'est déjà arrivé, mais cette fois-ci, c'était différent. Chaque fois que je grattais l'endroit où je ressentais des démangeaisons, cela se déplaçait instantanément à une autre partie de mon corps. J'avais l'impression que quelqu'un essayait intentionnellement de me déranger. J'avais aussi dormi dans le même lit quelques fois auparavant, sans problème. Faire face à cela m'a fait tourner pendant quelques heures jusqu'à ce que je sois finalement agacé et que je me lève pour trouver ma femme éveillée aussi. Elle avait le même cauchemar que la nuit précédente et ne pouvait pas dormir. Elle avait également une profonde inquiétude à propos des miroirs accrochés autour de la maison. Maintenant que nous étions réveillés, elle est sortie sur le porche pour fumer et je suis resté dans le lit à vérifier mon téléphone. Pendant que je faisais cela, j'ai vu une personne marcher au pied de mon lit du coin de l'œil. J'ai aussi senti la présence de quelqu'un marchant et le flux d'air de la climatisation a même légèrement changé. C'était suffisamment vivant pour que je pense à 110% que c'était ma femme qui marchait,
et mon estomac s'est enfoncé comme une pierre quand j'ai réalisé qu'elle était toujours sur le porche. J'ai pensé que cela pouvait être un reflet de mon téléphone, mais j'ai essayé de le recréer de toutes les manières possibles et je n'ai pas pu. Tous deux incapables de dormir, nous avons commencé à parler de choses. Maintenant, gardez à l'esprit que nous ne discutons que rarement ou ne nous disputons jamais, et nous ne nous fâchons définitivement pas, et les choses ne s'enveniment pas, surtout sur des sujets comme ceux que nous étions en train de discuter. À mesure que la conversation avançait, une étrange énergie négative a commencé à se développer et la conversation a commencé à devenir aigre. Nous sommes tous deux sortis de cet état, avons réfléchi aux événements qui ont conduit à cela et avons décidé de faire nos valises et de partir aussi vite que possible. Lorsque nous partions, ma femme est rentrée pour attraper une dernière chose et a entendu plusieurs pas autour d'elle et a eu la sensation distinctive qu'on la poursuivait. Nous avons conduit de retour à Tucson en pleine nuit et nous sommes toujours ici, dans un état de choc, à cause de ce que nous avons vécu. Avant d'obtenir ma voiture lors de ma première année d'université, j'utilisais Lyft pour me rendre au travail presque tous les jours pendant l'été. Pendant l'hiver et l'automne, je marchais simplement, même la nuit. Dans toutes ces voitures et avec tous ces conducteurs de Lyft, je n'ai jamais eu de rencontre notable. J'ai probablement pris un couple de centaines d'entre elles jusqu'à présent et à part l'occasionnelle opinion politique et un conducteur un peu trop rapide, tout s'est bien passé. Un jour, j'ai commandé une voiture Lyft comme d'habitude. Elle sera là dans 7 minutes, ai-je pensé. Je suis sorti quelques minutes plus tôt pour attendre mon conducteur et j'ai vu un véhicule qui correspondait assez à la description du mien garé dans mon allée. Il était de la même couleur, de la même taille et, à moins de remarquer les petits détails, il avait l'air identique. Mais mon conducteur était encore à 2 minutes. J'ai décidé de l'ignorer, pensant que c'était une drôle de coïncidence et que c'était peut-être un ami d'un voisin ou quelque chose comme ça. Alors, il a baissé la fenêtre et m'a regardé. Alors je me suis approché pour lui parler. Peut-être qu'il était perdu. D'ailleurs, il était d'une race complètement différente de mon conducteur réel, donc je savais avec certitude que ce n'était pas lui, même s'ils avaient des tons de peau et un âge similaire. Il m'a dit qu'il était mon conducteur et a sorti son téléphone qui avait mon profil, comme lorsque votre conducteur doit s'assurer que c'est bien vous. Dans mon esprit naïf et innocent d'adolescent, je me suis dit « Oh, Lyft doit m'avoir accidentellement envoyé 2 conducteurs. » Je lui ai dit que ce n'était pas le conducteur que j'avais été informé de rencontrer. Juste au moment où nous parlions, mon conducteur réel s'est approché et a baissé la fenêtre. J'ai expliqué la situation et dit que je monterais probablement dans la voiture du premier gars parce qu'il était arrivé le premier. Ensuite, le deuxième conducteur a suggéré que je devrais probablement aller avec celui qui était sur mon téléphone. Cela semblait assez logique et avait du sens, mais avant que je puisse me retourner et dire à l'autre gars que j'allais choisir l'autre, il est parti. Alors j'ai remarqué que sa voiture avait des vitres teintées. Ce n'est que lorsque je suis monté dans la voiture que mon conducteur m'a fait remarquer à quel point tout cela avait été étrange. Il m'a dit que dans ses 10 années en tant que conducteur Lyft, cela ne lui était jamais arrivé, ni à lui ni à quiconque qu'il connaissait. Puis, tout à coup, j'ai réalisé ce qui aurait pu se passer. La voiture similaire à celle de mon conducteur réel, le fait qu'il avait mes informations mais que je n'avais pas les siennes, le fait qu'il soit arrivé quelques minutes plus tôt, donc si j'étais monté, je n'aurais pas croisé mon vrai conducteur. Tout s'emboîtait et j'ai failli monter dans sa voiture. Je suis allé travailler et j'étais totalement choqué. J'ai essayé de faire un rapport à Lyft, mais sans aucune preuve ou information au-delà d'une description physique basique, je n'avais pas grand-chose à faire. Mon conducteur de Lyft a dit qu'il raconterait l'histoire à d'autres conducteurs amis sur un forum de réseaux sociaux pour qu'ils puissent faire passer le mot. Cela m'a fait me sentir un peu mieux. Ce conducteur aurait pu me sauver la vie. Je pense beaucoup à cela et, eh bien, mon père l'a appris et m'a acheté une voiture. Donc, au moins, j'ai obtenu quelque chose de plus qu'un traumatisme. Je l'ai aussi raconté à quelques personnes dans la vraie vie en raison de la nature traumatisante et terrifiante de toute cette affaire. En y repensant, je crois maintenant qu'il s'agissait probablement d'un trafiquant ou d'un kidnappeur. Ces types ont probablement accès aux serveurs de Lyft et recherchent des clients récurrents comme moi. Depuis, j'ai supprimé l'application et mon compte. Vérifiez toujours les plaques d'immatriculation.
Cela s'est passé il y a environ 4 ans. Je conduisais depuis la maison de ma grand-mère qui se trouve à environ 1 heure de mon travail. C'est un trajet assez direct par l'interstate et, bien que je prenne normalement les routes secondaires, il commençait à pleuvoir et je voulais simplement rentrer chez moi. À ce moment-là, j'avais une vieille voiture, un monospace familial qui avait tendance à surchauffer un peu, mais pas complètement. Il s'arrêtait simplement de fonctionner. Cela se produisait généralement lorsque le réservoir d'essence était bas, même s'il n'était pas vide. Normalement, si je le laissais reposer quelques minutes, ça se réglait. De toute façon, j'étais en route pour chez ma grand-mère lorsque la voiture a commencé son numéro de surchauffe. Je me suis arrêté sur le bas-côté et j'ai éteint la voiture. J'ai attendu environ 5 minutes assise là, en fumant une cigarette. J'ai essayé de la redémarrer et rien, elle ne voulait pas démarrer. En tant que fille d'un homme très calé en voiture, j'ai ouvert le capot. Ce n'est pas que je puisse reconnaître exactement ce qui n'allait pas, mais je savais assez pour écarter certaines choses. Je n'ai remarqué aucun problème majeur, alors j'ai commencé à élaborer mon plan d'action. À ce moment-là, j'étais encore à environ 40 minutes de ma destination. Mon père était à 1h30 de moi, et je savais que si je l'appelais, il y aurait une conversation que je ne voulais pas entendre. J'ai décidé d'appeler le numéro d'assistance routière de mon état. L'opératrice était très gentille et m'a informé qu'un technicien arriverait dans environ 30 minutes. Alors je me suis installé dans ma voiture pour attendre pendant que la pluie tombait dehors. Après environ 15 minutes, une voiture s'est arrêtée devant moi. Ce n'était pas le technicien du DOT, c'était un inconnu dans une vieille Monte-Carlo des années 80. Il a commencé à marcher vers ma voiture. Je vis dans le sud, donc ce n'est pas rare que quelqu'un s'arrête pour aider. J'ai observé l'homme pendant qu'il s'approchait. Il mesurait environ 1,90 m et avait un physique qui suggérait qu'il travaillait dans un travail manuel. J'ai baissé la fenêtre d'environ 8 cm parce qu'il pleuvait et que je ne connaissais pas cette personne. Il s'est approché de la fenêtre et a demandé si j'avais besoin d'aide. Je le remercie immédiatement, mais je lui ai dit que non, que ça allait et que j'attendais le technicien du DOT. Il a dit « Je travaille dans les voitures, veux-tu que je jette un œil pour voir si c'est un câble lâche ou quelque chose comme ça ?» J'ai pensé que c'était une offre gentille, car je suis un peu trop confiante, et je lui ai dit oui. J'ai rouvert le capot et je suis sorti de la voiture pour regarder avec lui. Je sais que c'était une décision stupide, mais, comme je l'ai dit, je suis assez confiante. Il a un peu fouillé avec plusieurs câbles qui étaient parfaitement en ordre, faisant des petites conversations sur le fait qu'il venait d'une base militaire locale pour rendre visite à sa fille et qu'il rentrait chez lui dans un état voisin, et d'autres choses. Cela m'a semblé un peu étrange. Il aurait pu être légitime, mais il portait des vêtements très poussiéreux et sales, des jeans avec d'énormes trous aux genoux, et il ne semblait pas propre. Ce n'est pas que tu ailles à la base en vêtements du dimanche, mais tu as probablement pris une douche. Puis il a commencé à dire « Eh bien, il semble que ton assistance routière ne va pas arriver. » Il l'a dit presque accusatoirement, comme s'il n'avait jamais appelé et avait inventé cela quand il est arrivé à ma voiture. Toujours naïve, je lui ai dit « En fait, elle devrait être là d'un moment à l'autre. » C'est alors qu'il est devenu étrange et que mes sens ont finalement commencé à s'éveiller. La pluie devenait de plus en plus intense chaque minute. Il me regardait, enfin, plus que tout, il regardait ma poitrine et son énergie, faute d'un meilleur mot, a changé. Il m'a proposé de m'emmener au McDonald's à la prochaine sortie pour prendre un café et sortir de la pluie. Je le remerciais pour l'offre, mais je dis non, merci. Il a dit « C'est juste là », en désignant à environ 400 mètres sur la route. Nous pourrions voir le technicien du DOT. Je le remerciais à nouveau et refusais, disant que j'allais bien dans ma voiture, que ce n'était pas grand-chose. Il a commencé à devenir de plus en plus agressif dans sa proposition, disant des choses comme « Allez, c'est juste là, une tasse, c'est moi qui invite. Et ma fille est soldat, je ne tenterai rien de bizarre avec toi, monte juste dans la voiture et allons-y. » Chaque fois qu'il disait quelque chose, il s'approchait un peu plus de moi. La petite voix dans ma tête disait « Continue à agir bête, continue à être poli, continue à refuser, entre dans ta voiture et ferme la porte. » Finalement, lorsque je lui ai dit que j'appréciais vraiment son offre, mais que comme je ne le connaissais pas, je ne me sentais pas à l'aise de faire ça, mais qu'il était incroyablement aimable de s'être arrêté et d'être si serviable, et que j'espérais vraiment qu'il passerait une bonne journée, il a finalement cédé. J'avais commencé à me diriger vers ma porte pendant que la pluie atteignait son paroxysme. Une fois en sécurité dans ma voiture, j'ai verrouillé toutes les portes et je l'ai vu retourner à sa voiture et s'en aller.
Pas 5 minutes plus tard, le technicien du DOT est arrivé. Il s'est approché de la fenêtre du côté passager alors que la pluie était redevenue une légère bruine. Je suis sorti et je lui ai raconté l'histoire de l'homme et ce qui s'était passé. Il a affiché une expression horrifiée sur son visage et a dit « Tu te rends compte que tu n'aurais jamais été retrouvé si tu étais monté dans cette voiture ?» Je lui ai expliqué que lorsque l'homme est devenu insistant, j'ai finalement eu des alarmes qui ont sonné et que tout ce à quoi je pouvais penser était de rester poli mais ferme pour qu'il ne se sente pas offensé ou fâché et qu'il ne réagisse de manière imprévisible. Il m'a dit que je n'aurais jamais dû sortir de la voiture et que je devrais immédiatement remercier mon ange gardien. Je suis assez sûr que j'étais à un cheveu d'être retrouvé dans un sac poubelle. Quand j'étais enfant, ma famille et moi vivions dans une vieille maison dans le Tennessee. La maison a été construite dans les années 1920, je crois. La maison avait une forme carrée, comme une piste de course sur laquelle on peut faire le tour. Quoi qu'il en soit, la porte de ma chambre et celle de ma sœur se trouvaient dans le salon et le couloir était à gauche. J'avais des cauchemars récurrents et des paralysies du sommeil à propos d'un homme grand avec un chapeau qui venait par le couloir vers la porte de ma chambre et je me réveillais toujours avant qu'il n'entre dans ma chambre. Un cas typique de paralysie du sommeil. Pendant l'été, ma mère nous laissait, moi et mes 3 frères et sœurs, seuls à la maison pendant qu'elle travaillait. Elle rentrait à la maison fatiguée et, comme elle avait beaucoup d'enfants, elle n'aimait pas que nous l'abordions à son retour. Quoi qu'il en soit, un jour, nous étions tous détendus dans le salon à regarder la télévision pendant que notre mère était au travail, faisant d'habitude. Nous avons entendu que notre mère rentrait chez elle plus tôt ce jour-là et nous étions contents. Nous avons entendu la porte arrière s'ouvrir et elle est entrée en parlant avec son amie sur son Bluetooth. Elle portait toujours des bottes en cuir noir et nous les avons entendues claquer sur le sol pendant qu'elle marchait et parlait vers nous. Quand elle était enfin presque dans le salon, elle était au bout du couloir, là où je vous ai mentionné auparavant que je voyais l'homme ombragé dans mes rêves. Devinez quoi ? Quand nous nous sommes levés pour la saluer à cet endroit, elle n'était pas là. Nous étions tous stupéfaits. Ma sœur l'a appelée et, comme vous l'avez deviné, elle était encore au travail. Je ne lui avais pas parlé de l'homme ombragé auparavant, mais quand je l'ai fait, il a dit qu'il l'avait aussi vu dans la salle de bain, qui était dans ce même couloir. Ma mère a dit qu'elle entendait souvent mon petit frère l'appeler par son nom quand il n'était pas à la maison. Je détestais cette maison.